Troisième référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le non à l'indépendance est massif. Plus de 96% des voix selon les médias locaux, mais avec une chute record du taux de participation. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français du Pacifique depuis plus de 150 ans. Nous irons à Nouméa dès le début de ce journal, puis analyse avec notre invitée dans cette édition, Isabelle Merle, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Aux États-Unis, au moins 83 morts dans les tornades qui ont frappé le centre et le sud. Un bilan toujours provisoire. L'État du Kentucky est le plus touché. On compte des dizaines de disparus. Beaucoup de maisons sont entièrement détruites. Le président Joe Biden qualifie ce ravage de tragédie. Et puis Samuel Eto'o est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. L'ancien international débutera son mandat avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le non est très largement en tête selon des résultats partiels, mais l'abstention est massive. Troisième et dernière consultation dans le cadre de l'accord de Nouméa signé en 1998. Processus unique de décolonisation. Les deux premiers votes ont été remportés par le non avec un score en baisse entre 2018 et 2020 de 57% à 53%. Cette fois, en raison de la pandémie, les indépendantistes du FLNKS ont refusé de participer au vote. On retrouve William Cromwell, journaliste de France Télévisions La Première. Victoire écrasante pour le non à l'indépendance, 96% selon Nouvelle-Calédonie La Première. On s'attendait à ce résultat et ce résultat va être perçu de manière très différente par les Calédoniens. Oui, en effet, le non va l'emporter, même si les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés. Depuis le début des dépouillements, il est à plus de 60%, jusque dans les communes indépendantistes. Les loyalistes s'en réjouissent, mais certains s'inquiètent aussi déjà, car 41,6% de participation, c'est un électeur sur deux, moins d'un électeur sur deux. Et cela veut dire que certains de ces électeurs qui se sont abstenus peuvent être des loyalistes. Donc une baisse de la mobilisation loyaliste en même temps qu'une non-mobilisation des indépendantistes. Les indépendantistes, eux, évidemment, s'en réjouissent. Leur appel à la non-participation a été très bien entendu, très bien appliqué, et cela fait un argument de plus pour eux, pour la contestation devant les Nations Unies. Reste que ce troisième référendum pour la sortie de l'accord de Nouméa n'a pas du tout clarifié la situation politique calédonienne, loin de là. Le gouvernement devait s'y attendre quand il a proposé un nouveau référendum, mais cette fois autour d'un projet en juin 2023. Il n'est pas sûr que ce rendez-vous soit maintenu. En tout cas, on attend ici beaucoup de l'intervention présidentielle pour voir la tournure que pourront prendre les choses. Mais les indépendantistes ont déjà annoncé qu'ils ne discuteraient plus avec ce gouvernement, qualifié de sortant, plus préoccupé par les élections présidentielles et législatives à venir au niveau national, plutôt que par le sort de la Nouvelle-Calédonie elle-même. William Cromwell pour vos précisions. Merci à vous. Bonjour Isabelle Merle. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, historienne et spécialiste de l'histoire du Pacifique et en particulier de la Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, quelle est votre analyse de ce résultat et pourquoi ce référendum n'a pas été reporté ? Alors écoutez, l'analyse du résultat, il était attendu, il fait mal au cœur. Ce référendum n'a pas été reporté alors que tous les avis et l'histoire du pays et les 30 ans qui sont passés, l'importance des négociations et de garder le dialogue étaient cruciaux pour le rendre non critiquable, absolument sûr. Or, on arrive à un résultat qui est inanalysable. On est d'accord, les loyalistes sont d'accord avec eux-mêmes, ça c'est sûr. Donc le non triomphe à des scores qui rappellent 87 et le référendum de Ponce, qui n'est pas un très bon souvenir, et des scores étonnants quand même. Et surtout, on note qu'il y a environ 60% de la population qui est de votants qui n'y est pas allé. Donc c'est quand même absolument invraisemblable. C'est-à-dire que non seulement côté indépendantiste, il y a, on note, une solidarité sans faille, parce que bon, la période a été très difficile, pouvait être fruit de divisions, et essayer de convaincre les indépendantistes qui avaient voté avec de l'enthousiasme il y a 2 ans qu'il ne fallait pas y aller, c'est pas facile. La consigne a été très appliquée, donc ça c'est à noter. Et on constate qu'éventuellement il y a une frange loyaliste qui n'y est pas allée non plus. Donc le parti majoritaire, c'est celui des indépendantistes, qui va être interprété par les indépendantistes eux-mêmes comme un vote pour l'indépendance.
Ah non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est Même s'il y a une une abstention consultation, record. c'est une consultation qui, surtout, a été vidée de son sens. Voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est un résultat un peu désolant après ce long processus de décolonisation qui devait arriver avec un troisième scrutin essentiel au regard de l'histoire du pays, indépendant de notre histoire métropolitaine et de nos élections pour l'instant, enfin qui devait être mise de côté. C'est un peu désolant d'arriver à cette perte de sens. Et est-ce que pour éviter de nouvelles tensions, si jamais elles se produisent, est-ce qu'il va falloir recourir à un nouveau référendum? Alors écoutez, d'abord je constate qu'après avoir envoyé une armada qui paraît maintenant un peu ridicule dans les rues de Nouméa ou de Koné ou de Pointe-Vimier, je constate un calme absolu. Donc non seulement le camp indépendantiste s'est mobilisé au sens de faire respecter l'appel de non-participation, mais on constate aussi qu'il a été parfaitement écouté pour le calme. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas une très forte déception, mais je pense même au-delà des indépendantistes, ça met tout le monde en difficulté, puisqu'en réalité, il faudra se retrouver autour d'une table, et la question à l'heure actuelle, c'est quand ? Car le camp indépendantiste a déclaré qu'il ne discuterait plus avec ce gouvernement. Donc la question est entière, et la question aussi qu'il faudra absolument travailler, c'est le maintien de l'accord tant qu'on n'a pas trouvé un autre consensus de l'accord de Nouméa, et donc des institutions qui vont avec, comme précisé dans l'accord en cas d'un troisième non. Est-ce que vous pensez que ce référendum pourrait, il y a un risque, ça remette en cause le processus de l'accord de Nouméa? Évidemment, c'est ce que les loyalistes avancent en disant qu'ailleurs on tourne la page, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais c'est pas ce qu'on lit dans l'accord qui précise en point final qu'il faut attendre de façon consensuelle une autre organisation politique, donc les institutions existantes et le corps électoral devraient être maintenus. Après, savoir si ce référendum devrait être renouvelé, j'aurais tendance à dire, quand on arrive à une consultation qui est tellement vide de sens... C'est un échec pour vous du processus d'émancipation? Ah, c'est un échec, c'est une impasse politique, c'est même une faute politique, je pense, du point de vue de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Oui, je le dis et je l'assume. Alors maintenant, certains pourraient attendre à ce qu'on renouvelle un référendum pertinent, donc. Et il aurait été facile de le reporter en 2022. Tout le monde aurait été en responsabilité par rapport à cette consultation qui aurait été menée dans de bonnes conditions pour l'ensemble des partis. C'était essentiel. Et là, personne ne pouvait contester. Et quant à dire que, comme le disent les loyalistes, qu'il faut absolument finir, achever, terminer, donc ça reportait à l'automne prochain et on achevait 30 ans dans des conditions incontestables. Donc là, on est un peu... perdu. On verra ce que dit le président de la République. Donc quand les Kanaks disent qu'ils se sentent trompés, méprisés par l'État français, vous pensez que cette impression, elle est justifiée? En tous les cas, ils n'ont pas été écoutés sur des choses assez importantes, c'est-à-dire que le Covid a frappé extrêmement durement le pays, l'ensemble des communautés, mais à majorité les communautés océaniennes, Kanak et wallisiennes, du fait des fragilités de comorbidité que peuvent avoir ces populations. Et quand on sait l'importance du deuil, et tout simplement, il y a des moments où effectivement il était impossible d'arriver, de faire campagne dans des tribus qui sont aussi des villages et des familles, alors que les gens sont en deuil, et d'arriver avec un fanion et dire maintenant on fait un meeting. Les loyalistes ont proposé une campagne par Internet, mais c'est méconnaître réellement la situation de à peu près la majorité du pays, où dans les tribus, il n'y a pas Internet dans les maisons. C'est pas comme ça que ça se passe, et ils le savent très bien. Donc c'était pas raisonnable de proposer ça. Et donc ce qui était raisonnable, et beaucoup d'observateurs l'ont dit, tous les spécialistes étaient d'accord et ont alerté le gouvernement pour leur dire reportez, et ça sera imparable. Et là, le pays sera en responsabilité, le nôtre aussi d'ailleurs, pour assumer l'histoire de cet accord. Comment évolue la situation économique et sociale de l'île? Elle va être très difficile, on le sait. Les nouvelles sont pas bonnes, les comptes sont en rouge, la crise est passée par là, beaucoup d'entreprises sont en difficulté et les usines du nickel sont en difficulté. On le sait, le gouvernement Mapou, Louis Mapou, premier gouvernement indépendantiste en charge, a fait un discours de politique générale très axé sur l'économie et les inégalités de ce pays qui, je vous le rappelle,
explose et dont l'indicateur est beaucoup plus fort qu'en France, beaucoup plus fort qu'en Guadeloupe, Martinique aussi. L'indicateur Gini, l'indicateur des inégalités. Donc le chantier qu'il y a pour le gouvernement actuel, qui doit durer jusqu'en 2024 en principe, pour le gouvernement français, le ministre des Dom-Tom, c'est effectivement la question économique et sociale et cette question des inégalités qui est un levier aussi pour repenser le pacte social et donc aussi peut-être le pacte politique, mais en tous les cas c'est un levier essentiel. Pour terminer, quelle est l'importance pour la France de la Nouvelle-Calédonie d'un point de vue géopolitique et économique? Alors, on a bien vu que c'était une importance forte et que l'entrée dans le débat des logiques indo-pacifiques et la montée en puissance de la Chine a tendu les choses, a crispé les choses sur cette question-là. Mais une fois encore, du coup, on ne comprend pas la stratégie, parce que la stratégie consensuelle, la stratégie au mieux pacifiée, aurait pu permettre de construire une logique de partenariat et d'association qui aurait été sans doute, me semble-t-il, c'est mon avis, la meilleure pour protéger les intérêts français. Et de fait, on a pu dire et répéter que la Chine était une menace. Personne ne doute que la Chine ait des vues. Mais à l'heure actuelle, c'est la France qui est dans cette région du monde. Et donc c'est la France qui devait se donner les moyens de sa politique. Donc là, on passe en force, mais avec une prise de risque qui est maximum. Merci beaucoup Isabelle Merle d'être venue sur France 24. Merci pour votre décryptage et vous pourrez suivre donc l'intervention du chef de l'État français Emmanuel Macron à 13h heure de Paris sur France 24. Direction les États-Unis. Le bilan de la série de tornades extrêmement puissantes est d'au moins 83 morts. Un bilan provisoire qui risque de dépasser les 100 morts. Les tornades ont traversé 5 États. Les dégâts, vous le voyez, sont impressionnants. C'est le Kentucky qui est le plus touché, et particulièrement la petite ville de Mayfield. Des quartiers résidentiels entiers sont détruits. Il ne reste que des ruines. Partout dans la ville, des bâtiments ont été dévastés, des véhicules renversés, des arbres éparpillés un peu partout. Les secouristes continuent toujours leurs recherches. Et puis on voit des bouts de tôle et des toits entiers emportés. Vous voyez donc aussi des restes de panneaux de signalisation. La plupart des habitants ont été évacués. La ville est d'ailleurs sous couvre-feu. Les précisions de notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Il suffit d'avoir remonté l'axe central de cette ville de Mayfield, qui était une ville ordinaire dont finalement peu d'Américains avaient entendu parler jusqu'à ces dernières 24 heures. Et donc il suffit de remonter cette rue principale pour se rendre compte que effectivement la ville de Mayfield n'existera probablement plus jamais telle qu'elle était. Une ville qui avait pourtant plus d'un siècle, qui appartenait à l'histoire du Kentucky et qui a disparu dans l'une de ces innombrables tornades. On parle de dizaines de tornades et en réalité aucun scientifique n'est capable de déterminer combien. On sait en revanche que la tornade qui s'est arrêtée sur Mayfield, et c'est ce qui a scellé son sort, est venue du nord des États-Unis et a parcouru près de 360 km pour s'arrêter sur cette ville de Mayfield, projetant parfois des débris de la ville et des véhicules jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, ce qui est une distance absolument ahurissante puisque c'est tout simplement la distance à laquelle volent les avions de ligne. Vous avez évoqué le nom de Joe Biden. Joe Biden a annoncé qu'il se rendrait à Mayfield, ou en tout cas ce qu'il en reste, à la rencontre des survivants, au chevet de ceux qui ont perdu un proche. Et ils sont nombreux. Vous avez donné ce chiffre de 83 morts. Et il est effectivement provisoire. Le bilan est provisoire. Joe Biden viendra, mais il a annoncé qu'il ne viendrait que lorsque les recherches seraient terminées pour ne pas perturber justement le travail des secouristes qui sont venus nombreux de tous les États-Unis au chevet et au secours de Mayfield, Kentucky. Longtemps superstar du football africain, Samuel Eto'o va entamer une nouvelle vie. L'ancien buteur des Lions Indomptables a été élu président de la Fédération camerounaise de football. On écoute l'ancien footballeur Emmanuel Maboang. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Fin de ce journal, merci à vous tous de votre attention.